il est, vous le savez, professeur, il est avocat, il est auteur, il est éditorialiste, mais il est le champion de la vulgarisation et notamment de la citation. J'ai le plaisir de l'accueillir 2 fois semaine, cette semaine, une seule fois. Mesdames et messieurs, voici Maître Frédéric Bérard. Hey Michel, il était temps que jeudi arrive, là. Hein? C'est fort, hein? Je me suis ennuyé. Ça a l'air de la flagornerie, mais je te dis, je me suis ennuyé. Pour vrai, lundi matin, j'étais tout perdu. Écoute, honnêtement, tu ne sais pas, mais tu m'as presque vu en fin de semaine. Arrête donc. Ben Comment oui, ça? j'avais des plans et les plans ont changé. Et parmi mes plans, je te faisais une surprise, j'allais te voir à Montréal. T'es pas sérieux? Ben, t'aurais eu une grosse surprise parce que j'étais pas à Montréal. Hein? Fait que, on se serait mutuellement surpris. Hein? Oui. Bon. Ça, c'est le bout qui manquait dans l'histoire, mais écoute, la prochaine fois que tu me fais une surprise, dis-moi là à l'avance, puis je vais m'arranger pour être là. Ben oui. Dans tes beaux mots, on n'appellera plus ça une surprise, mon Fred. Non, mais tu sais, histoire de pas prendre de chance, mais non, mais ça serait le fun, effectivement, de se voir bientôt. Quoi, t'es-tu allé au hockey? Non, je descendais à Montréal, point final, pour aller voir un ami, puis je m'étais dit, m'a faire un petit détour m'a prendre le métro, m'en aller dans le grand monde, là, sur le plateau quelque part, m'a bien voir Fred marcher, hein, siffler, sortir de l'université. Attention, là, moi, je suis à Hochelaga, dans un quartier absolument prolétaire, quoi qu'à 2-3 rues du stade olympique. J'attends encore le retour des expos. On m'a dit que j'allais attendre encore longtemps, mais c'est pas grave, je suis patient. Ouais, ben là, quand j'entends Hochelaga, plus sûr que ça me tente d'y aller, finalement. Ben écoute, moi, je suis un gars du peuple. Je vais pas me la jouer sur le plateau. Il y a trop de woke, ça fait peur. Oui, effectivement. Écoute, ce matin, tu veux nous parler d'un anniversaire qui marque, je pense, une période très importante, un fait historique chez nous, le rapatriement de la Constitution. Ben oui, écoute, c'est le 40e anniversaire cette année, puis c'est un événement qui est très, très, très polarisant. Il y a des gens qui sont excessivement en faveur, il y a des gens qui sont excessivement contre, des gens qui sont indifférents face au rapatriement. Ça existe à peu près pas. De plus en plus, cela dit, là, mais pendant plusieurs années, dans les années 80-90, ce même rapatriement-là, on le sait, en a donné lieu à l'accord du lac Meech. Mais là, arrête. Avant que tu ailles trop loin, là, explique aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont à l'écoute puis qui entendent ça, ça fait beau de dire ça de même. Ça va ensemble. Si je te dis un mot, rapatriement, tout de suite, tout le monde dit Constitution. Mais il y a pas trop de monde qui savent c'est quoi le rapatriement de la Constitution. Regarde bien ça, on va en parler, tu vas voir, c'est le fun à mort en plus. Qu'est-ce que ça veut dire un rapatriement de la Constitution? Il y en a qui vont dire, oui, mais le Canada n'a pas besoin de rapatrier quoi que ce soit, c'était déjà un pays depuis 1867. C'est vrai en partie. Pourquoi? Parce que à partir de 1867, quand le Canada a été formé, il restait quand même une colonie britannique, en quelque sorte. Et la loi de 1867 qui a donné naissance au Canada, c'était pas une loi canadienne, c'était une loi britannique qui avait été adoptée, donc, à Londres. En d'autres termes, pendant toutes ces années-là, donc de 1867 à 1982, le Canada était encore une colonie dans un certain sens. Il y avait son indépendance à l'échelle internationale depuis les années 20 et tout. Mais reste que s'il voulait amender sa constitution, s'il voulait la modifier, il devait aller demander la permission à Londres. En d'autres termes, tu n'es pas indépendant tant que tu n'as pas un contrôle complet sur ta propre constitution. Et c'est ça qui est arrivé en 1982, essentiellement, où Pierre Trudeau, après des négociations très acrimonieuses pendant plusieurs années avec les provinces, a fini par aller chercher une espèce de consensus qui excluait le Québec. En ça, il ne faut pas l'oublier. On en parle souvent à très juste titre. Le Québec étant la seule province n'ayant pas signé, entre guillemets, la Constitution. Il y en a qui disent, oui, mais le fait que le Québec n'ait pas signé la Constitution, est-ce que ça veut dire que la Constitution ne s'applique pas au Québec? La réponse, c'est non, parce qu'il y a eu des décisions de la Cour suprême à 2 reprises qui disaient qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une unanimité complète des provinces. Ça prenait simplement ce qu'on appelle une espèce de majorité appréciable, ce qu'ils ont eu parce que Québec étant la seule sur 10 qui n'a pas signé. En d'autres termes, la Constitution s'applique ici, mais là, il y en a plusieurs aussi, et qu'ils n'ont pas tout le temps tort, remarque bien,
qui disent oui, mais la charte canadienne, on nous l'a enfoncé de force dans la gorge et tout, on n'en voulait pas de charte, puis ainsi de suite. Ouais. Moi, je vais te préciser ceci, Michel. Ça, c'est le bout de l'histoire. Ça, c'est notre angle mort historique dont on parle à peu près jamais, mais on devrait. Tu sais que la charte québécoise a été, donc, à l'Assemblée nationale, là, qui n'a rien à voir avec le fédéral, qui n'a rien à voir avec Trudeau, a été adoptée, donc, au Québec avant la charte canadienne. Elle a été adoptée en 1975 sous le gouvernement de Robert Bourassa. Et René Lévesque est arrivé au pouvoir tout de suite après, en 1976. Ben, Lévesque, sais-tu quoi? Il tripait fort sur la charte québécoise. Il tripait tellement fort qu'il l'a même fait amender à quelques reprises, notamment pour protéger les minorités sexuelles face à de la discrimination par rapport à l'orientation sexuelle, notamment. Et il était tellement fier de cette charte-là, René Lévesque, ça on l'oublie, mais c'est important. Il était tellement fier de la charte qu'il en avait fait des photocopies, il en avait imprimé des copies et il en avait envoyé dans toutes les écoles du Québec. Je pense qu'il en avait envoyé dans plusieurs foyers à part de ça. Il dit, regardez notre charte, il faut être fier de notre charte, il faut protéger le droit des minorités. Nous, au Québec, on est respectueux des droits et libertés. Tu vois, ce genre de discours-là qu'on a perdu depuis, mais si on se ramène dans l'histoire, ben c'était ça la réalité. Or, la Charte canadienne est venue donc après la Charte québécoise. Et ceux qui disent que la Charte canadienne nous a enfoncé plein d'affaires dans la gorge, ben moi, j'ai le goût de leur répondre, ben c'est pas vrai. Parce que analyser la Charte québécoise et analyser la Charte canadienne, et à part quelques distinctions, vous allez voir que l'essence est le même. Par exemple, la liberté d'expression est protégée autant dans la Charte québécoise que dans la Charte canadienne. Le droit à l'égalité, qui empêche justement, là, par exemple, la discrimination, c'est prévu dans les deux chartes. Les garanties en matière pénale, ce qui fait en sorte, par exemple, que les policiers, lorsqu'ils t'arrêtent, ont certaines procédures à suivre, et ensuite, par exemple, ton droit à l'avocat, ton droit au silence, ben, tu l'as dans les deux chartes. En d'autres termes, c'est pas Pierre Trudeau qui a dit aux Québécois, là, vous allez vivre sous une charte, ma gang d'enfoirés. C'est trop, en fait, nous-mêmes au Québec qui avons décidé que nous allions vivre comme ça avant même que le fédéral décide d'aller de l'avant avec sa propre charte. Et en plus, ça, c'est pas René Lévesque, c'est pas Robert Bourassa qui ont pensé à ça. Ça s'appelle le paradigme des libertés publiques. À l'échelle internationale, Michel, surtout occidentale, mais aussi internationale à certains endroits, on a décidé, après la Deuxième Guerre mondiale, je te laisse deviner pourquoi, que ça allait prendre des chartes, qu'il fallait protéger les droits humains. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée tout juste après ce qu'on a découvert à Auschwitz et ainsi de suite. C'est quand même pas pire que tu nous racontes ça aujourd'hui, toi. Ben, écoute, moi, il me semble que c'est important de comprendre ça, parce que quand on entend parler de charte au Québec, tout ce qu'on entend, là, c'est un Pierre Trudeau là, qui veut mater les Québécois puis qui nous déteste. Puis là, je laisse les gens avoir leur propre opinion sur Trudeau. C'est pas le but de mon topo. Mais le but du topo, c'est plutôt de dire, attention, là, les droits et libertés, c'est pas Trudeau qui a inventé ça. C'est pas le Québec non plus. C'est à l'échelle occidentale. Tu as vu tout de suite après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, à peu près tous les pays occidentaux, il y en a qui en avaient déjà, par exemple les États-Unis, la France, mais d'autres se sont mis graduellement à adopter une protection, un mécanisme de protection des droits, notamment des minorités. Le Québec a suivi en 75 et par la suite a eu Ottawa en 82. Bref, tout ça pour dire que là, maintenant, on peut ne pas l'aimer, la Charte canadienne, pour toutes sortes de raisons. Puis René Lévesque ne l'aimait pas pour une raison essentiellement. Il disait, on n'en a pas besoin de ta charte, Trudeau. J'en ai une, moi, charte au Québec. On en a déjà une, donc on n'en a pas besoin d'une deuxième. Puis ça se discute. C'est un argument qui est intéressant. Mais c'est pas parce que l'évêque n'aimait pas les droits et libertés. C'est parce que l'évêque voulait avoir une charte typiquement québécoise et ne pas s'assujettir à une charte canadienne, qui n'est pas la même chose comme argument. Je trouve ça très intéressant. Merci de nous le rappeler. Puis là, ben, tu sais, la charte, le rapatriement de la charte, c'est un peu comme déclarer officiellement l'indépendance du Canada. C'est un petit peu ça. Voilà, bon, bravo. C'est en plein ça. Et toi, j'avais pas complété, mais tu l'as fait pour moi, puis tu as bien raison de le faire. Quand le Canada a rapatrié, donc, entre guillemets, sa constitution, on s'entend que c'est un symbole, là, il n'est pas allé la chercher pour vrai à Londres, ben qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que à partir de 82, donc il y a 40 ans aujourd'hui, le Canada est devenu officiellement indépendant. Il l'était déjà dans les faits, là, mais symboliquement, théoriquement, officiellement,
il est devenu pour vrai, ce qui fait en sorte que lorsqu'il veut modifier sa constitution aujourd'hui, chose qui est très difficile par ailleurs, il n'a pas besoin d'aller demander la permission à Londres, à la reine, excusez-nous, c'est parce qu'on aimerait ça demander tel truc. On peut le faire par nous-mêmes parce qu'on a ce qu'on appelle des formules d'amendement. Puis c'est quoi une formule d'amendement? C'est que ça nous permet d'amender la Constitution, par exemple la charte ou autre chose, si on veut le faire sans aller demander à la permission à qui que ce soit. Et c'est ceci, donc, puis je conclue avec ça, c'est ce même rapatriement-là qui a été fait sans le Québec, qui avait fait grincer des dents assez solidement, merci, puis qui avait mené par la suite, il y en a qui s'en rappellent, à l'accord de Meach qui avait foiré, l'accord de Charlottetown qui avait foiré, et par la suite, il y avait eu le deuxième référendum sur l'indépendance du Québec qui avait foiré de peu aussi. Donc, bref, tout ça pour dire que cet événement-là, qui a 40 ans cette semaine, a laissé des traces à un point tel où plusieurs disaient, puis j'aime beaucoup la formule, qu'il y avait 2 sports nationaux au Canada. Tu avais le hockey, évidemment, puis tu avais aussi la politique constitutionnelle. Tout à fait. C'est là qu'il y a des chicanes, des maudites bonnes chicanes de famille, canadiens nordiques ou encore pour ou contre l'indépendance du Québec versus le Canada, évidemment. As-tu une petite citation pour compléter ça ce matin, mon Fred? J'en ai une toute petite de rien. Moi aussi. Mais elle est très belle parce que tu vois, moi, tu sais à quel point je suis attaché aux libertés publiques, puis je trouve que c'est important d'en reparler, puis je te remercie d'ailleurs de laisser place à ces discussions-là sur tes tribunes. C'est une citation d'Albert Camus qui, comme tu sais peut-être, est nécessairement mon mentor, mon héros. Mon mentor, je dirais pas, je ne veux pas y faire porter de responsabilité, mais disons mon héros. Et Camus disait ceci. Il disait, la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais bien la protection des minorités. Ah. C'est vrai. Tout à fait. En démocratie, on protège des minorités. Tout à fait. C'est bien dit. C'est bien dit. J'en ai une pour toi, moi aussi. Ah ouais donc? J'ai fouillé ça hier soir. J'ai trouvé ça dans un petit recueil philosophique. OK. Écrit par une femme que tu connais sans doute. Moi, je l'ai découvert hier. Anne Baratin. OK. C'est un auditeur qui m'a mis au parfum de plein de petites choses comme ça parce qu'il aime beaucoup ta chronique. Alors, je me suis mis à lire là-dessus, je trouve ça. Et lui, il parle de l'indépendance. En fait, elle parle de l'indépendance dans ce petit recueil-là. Je te lis ma citation, OK? Ah oui, donc? Il faut aimer son indépendance un peu comme sa fille, ne permettre à personne de l'approcher. Wow! OK, 1-0, Michel. Le matin, il est solide d'abord. On se reprend lundi. Avec grand plaisir. Bye-bye, bon week-end. Bye-bye.